Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide où je suis seule aujourd'hui. C'est un seul en scène, un seul au micro, parce que la personne qui devait voir son témoignage publié aujourd'hui n'a pas pu le réécouter pour des raisons qui lui sont propres et c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc je vous ai posé la question sur Instagram, à vous ma commu, je sais pas pour qui je me prends, voilà, de savoir si vous vouliez un samedi sans épisode, parce qu'en même temps, il y a la masse d'épisodes à écouter ou à réécouter, ou si on se faisait une petite FAQ des familles, et vous avez choisi la FAQ des familles, donc c'est parti. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tout de suite, directement, de toutes les questions que vous m'avez posées, parce que si je le fais à chaque fois, l'épisode va durer 5 plombes, et c'est pas le but. On rentre direct dans le vif du sujet, on n'a pas le temps de se poser avec des petites questions tranquilles et mille. Comment transformer son trauma et son expérience pour être utile aux autres victimes ? Merci beaucoup pour ta question, qui me fait grandement réfléchir. Je vais essayer de ne pas vous pondre un truc trop philosophique ou théorique, j'en sais rien. Déjà, je ne sais pas si on a besoin d'être utile aux autres victimes. Je pense qu'on... Peut-être que l'utilité dont tu parles, c'est une présence, en fait. Comment être là pour les autres. Et pour ça, je te dirais, à mon sens, et c'est pas une injonction, mais je pense qu'il faut être un minimum réparé. Ou en tout cas, peut-être avoir un peu de recul sur son vécu et pas être en plein dans la souffrance. Voilà, que justement, si jamais on est confronté à une victime qui est complètement dans la souffrance et qu'on l'est nous aussi, ça peut pas forcément faire des dégâts, mais je pense que c'est pas... ça n'apporte peut-être rien d'utile, en fait. Je pense qu'il faut aussi être au fait de tout ce qui est polytraumatisme, psychotraumatisme, syndrome de stress post-traumatique, syndrome de stress post-traumatique complexe, et justement être en mesure de voir les conséquences chez l'autre, en fait, les conséquences des violences, pour ne pas la juger, pour ne pas culpabiliser la personne, et pour vraiment être présente. Après, transformer son trauma... Je sais pas, moi je parlerai pas de transformation, comme j'aime pas parler de reconstruction ou quoi que ce soit. Moi je suis plutôt dans tout ce qui va être plutôt réparation en fait. Et si je dois me baser sur mon expérience, je dirais que c'est à partir du moment où j'ai réussi moi à prendre du recul sur ce que j'avais vécu, à comprendre la stratégie de l'agresseur, le cycle des violences, que j'ai compris aussi que c'était quelque chose de systémique. En fait, c'est finalement avec le féminisme, j'ai pu vraiment comprendre des choses et du coup, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je pense que je peux être utile et être... Enfin, quand je dis utile, c'est être présente pour les autres en fait. Et justement, pouvoir proposer ce podcast parce que si jamais j'avais proposé Après le vide, genre en 2017, vous auriez pas les épisodes que vous avez aujourd'hui, pas du tout. J'étais vraiment dans une période complètement fucked up. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question en tout cas. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est pourquoi tout retombe sur les victimes, va porter plainte, pourquoi des gens nous le reprochent ensuite ? Alors, ma bonne dame, ça pourrait être un sujet d'épisode à lui tout seul. Pourquoi tout retombe sur les victimes ? Je pense que c'est parce que justement... tout ce qui va être violence sexuelle, en fait, nous les victimes, on est toujours mis un peu sur la même échelle que les agresseuses. Et du coup, on doit aussi faire nos preuves. On doit montrer qu'on est des bonnes victimes. Vraiment. En fait, la bonne victime, elle pleure, elle se reconstruit pas. Enfin voilà, elle n'a pas le droit d'avoir une vie. En fait, après, non, il faut qu'elle soit complètement détruite, sinon ça va pas. Donc, il y a déjà ce truc, voilà, de pouvoir être la bonne victime. Et si t'es pas la bonne victime, ça te retombe aussi dessus. En ce qui concerne porter plainte,
Bah franchement, je sais pas, moi j'ai pas porté plainte, j'ai pas voulu porter plainte, enfin j'ai voulu mais on m'en a dissuadé. Et de toute façon, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je suis très heureuse de pas avoir porté plainte parce que je pense que ça m'aurait bousillé beaucoup plus encore et que pour moi la justice ne répare rien. Au contraire, elle bousille plus encore, donc voilà, bref. Et pourquoi des gens nous le reprochent ensuite? Ben là, c'est pareil, il y a ce truc aussi, je pense, de tu vas briser la vie de quelqu'un quand même, hein, parce que toi, on s'en branle en fait que ta vie soit brisée, entre guillemets, parce que pour moi, genre, on peut se réparer de tout ça, enfin voilà, c'est possible, mais il y a des conditions, évidemment, selon lesquelles c'est plus facile pour d'autres que pour certaines autres victimes, hein, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Mais du coup, voilà, je pense que c'est vraiment ce truc de oh là là, tu vas briser sa vie, tu vas briser sa carrière, tu vas briser une famille, tu vas briser ceci, tu vas briser cela. Voilà, hein, c'est tout un enchaînement de culture du viol, de patriarcat, de misogynie, etc. etc. Si vous avez d'autres idées auxquelles je pense pas forcément là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, vous pouvez le faire sur Spotify, sur YouTube, un peu partout, hein, voilà. Comme ça, on s'enrichit mutuellement les unes, les uns et les autres, hein, formidable. Prochaine question. Comment aborder l'inceste émotionnel avec sa psy? Est-ce vraiment reconnu? Est-ce que quand tu abordes l'inceste émotionnel, c'est le climat incestuel du coup? Parce que oui, c'est de plus en plus reconnu. On sait que c'est tout aussi grave que l'inceste avec le passage à l'acte. Oui, 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 c'est vraiment de plus en plus reconnu. D'ailleurs, je t'invite à suivre Claire sans filtre si c'est pas encore fait. MeToo Frère aussi, également, je crois que c'est le nom du compte, si je ne dis pas de bêtises, qui parle beaucoup de, voilà, de climat incestuel, si tu veux plus de détails. Comment en parler avec ta psy? Ben simplement avec tes mots, je pense. Oui, c'est très bateau ce que je dis, mais je sais pas, peut-être donner des situations dans lesquelles tu as ressenti cet inceste, enfin ce climat incestuel du moins, avec justement peut-être les faits concrets qui se sont passés, tes sentiments à toi, et justement lui demander si, pourquoi pas, elle est au fait hein, du climat incestuel, parce que ben, même si c'est reconnu de plus en plus, ben, c'est très bien que chez certaines et chez certains psychologues, surtout d'obédience psychanalytique, c'est pas forcément traité de la même manière, on va dire. Voilà, je pense que tu peux peut-être effectivement essayer de tâter le terrain un petit peu pour voir sa position là-dessus. Si tu sens que tu peux y aller et que tu te sens à l'aise avec elle, déjà, c'est ça aussi, je pense, la base, c'est te sentir en sécurité et contenu par ton ou ta psy. Bah, par la suite, si c'est le cas, euh, lui aborder les choses telles que tu les as ressenties. Et si jamais sa réponse, elle te paraît pas ok ou déplacée ou qu'elle minimise ce que tu as vécu, et ben si c'est possible pour toi, tu changes de psy ou tu lui fais remarquer si tu te sens assez à l'aise. Prochaine question, est-ce que c'est pas trop difficile pour toi à gérer ce compte et les podcasts au quotidien en même temps qu'exercer ton métier? Très bonne question. Si, c'est difficile, c'est compliqué. Alors trop difficile, non. Par contre, c'est vraiment trouver un bon équilibre parce que ben en fait pour vous donner un peu une idée, typiquement quand j'ai lancé Après le vide, c'était en oula, octobre 2023, je crois. Oui, je crois que c'est ça, octobre 2023, et vraiment pendant un an, j'ai mis la sophrologie complètement de côté. Enfin, vraiment, j'en avais plus rien à foutre. Je vivais, je bouffais, je dormais après le vide. Il y avait que ça qui m'intéressait. J'avais vraiment envie que ce projet se concrétise, grandisse, parce que c'était aussi ça le but, hein. Grandir, pas dans le sens oh là là, je veux la masse de followers, ou je veux. C'est pas ça, c'est grand. Enfin, faire grandir une communauté où les victimes pourraient être mises en contact les unes avec les autres, pour écouter les témoignages d'autres et se retrouver dedans, parce qu'en fait, bah, c'est un peu le slogan d'Après le vide, hein, c'est. Voilà, qu'on a toutes. J'ai oublié le slogan de mon propre podcast. Parce que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. J'ai fait une pause parce que j'ai dû aller écouter le générique de mon podcast. C'est quand même très con. Donc je disais donc, parce qu'il y a autant de vécus de victimes, c'était ça qui était le plus important quand même. C'est ça, c'est voilà. Que donc chaque victime, même si on a un peu un vécu similaire, en fait, on n'aura jamais les mêmes conséquences à 100% en fait. Et justement, une qui va se dire oh ben putain, j'ai cette conséquence et puis je suis trop bizarre, je suis folle, est-ce que. Bah non, en fait, t'es pas toute seule, il y a une
forcément une autre personne qui a les mêmes symptômes que toi. Donc voilà, j'avais vraiment cette envie que le projet grandisse. Et donc comme je le disais, j'ai mis la sophro vraiment de côté. Et le problème, c'est que c'est la sophro qui me fait manger tous les jours, hein, n'est-ce pas? Et que du coup, après le vide ne me rémunère pas du tout, je gagne rien. Donc ça fait que j'ai vraiment travaillé beaucoup plus bénévolement pendant un an ce qui fait que il y a quand même eu un moment où j'ai été vraiment épuisée. De toute façon, je ne vous l'ai pas caché, j'ai rechuté en dépression au mois d'octobre l'année dernière, typiquement pour les 1 an d'après le vide. Alors il n'y avait pas que ça, hein. C'était un truc, un gros gloubi-boulga de plein de trucs qui sont ressortis d'un coup. Je me suis dit, waouh, ok, là ma belle, il va falloir te poser en fait et prendre une vraie pause. Donc j'ai pris une vraie pause. Et depuis, donc, les enregistrements à partir de juin là sont limités à 2 enregistrements par mois. Et de toute manière, là, à partir du mois de juin, il n'y a plus d'enregistrement possible jusqu'au mois de septembre. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il y a des épisodes prévus pour tout l'été, des témoignages. Mais moi, voilà, je fais une pause et je vais pouvoir me concentrer complètement sur la sophro, sur aussi Défragmenter, parce que Défragmenter, c'est aussi un projet qui me tient beaucoup, 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 beaucoup à cœur. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. C'est quand même difficile, c'est de l'organisation, mais c'est tellement cool que, voilà, hein, on est prêt à faire des petites concessions. Une autre question, est-ce que c'est pas trop difficile psychologiquement pour toi de te reconfronter à des récits qui peuvent parfois faire écho à ton vécu? Alors ça rejoint un peu la première question en tout cas de ce que je vais répondre, c'est que en fait, j'arrive à avoir de l'empathie aujourd'hui sans me mettre à la place de la personne. Et bien sûr qu'il y a des moments où je vais me retrouver dans des témoignages, notamment quand ça touche les violences conjugales, les viols conjugaux, etc. Mais j'ai le recul nécessaire pour me dire c'est pas mon histoire, et justement c'est pour ça que je suis aussi présente pour les personnes qui témoignent, je pense. C'est parce que évidemment je suis touchée par ce qu'elles racontent, je suis très sensible en plus de base, donc voilà, évidemment ça m'émeut, ça me touche. Mais je suis là pour elle en fait, et c'est pas moi dont il est question, c'est d'elle. Voilà, après moi évidemment, des fois il y a vraiment des enregistrements qui me remuent plus que d'autres, et dans ces cas-là, je fais autre chose après, hein. J'essaye de me changer les idées, mais globalement, si je réfléchis, j'ai pas forcément eu de moment où je me suis dit, ouais, non, je peux plus en fait, c'est trop dur psychologiquement. Je pense que j'ai vraiment atteint un équilibre entre mon vécu et ceux que j'écoute du moins, qui me permet d'être toujours dans l'empathie, toujours dans l'écoute de l'autre, sans forcément que ça vienne retaper chez moi des trucs trop forts. Prochaine question. Je suis la seule à être dans une phase où le trouble de stress post-traumatique, j'y pense tous les jours, vraiment heure 24. Alors ma belle, je t'assure que non, tu n'es pas la seule. Moi, ça a été mon cas pendant vraiment des mois et des mois et des mois. Ça fait... si je réfléchis bien, je pense en gros, on va dire, ça doit faire, on est en 2025, ça doit faire, ouais. Allez, peut-être 3-4 ans que ça régit plus du tout toutes mes journées, etc. Ah, mais à un moment, j'ai cru que je devenais complètement cinglée, en fait. Je pensais qu'à ça. Et en plus, moi, à l'époque, personne n'a foutu le stress post-traumatique voilà, sur ce que j'avais, quoi. Hein, je suis restée vraiment en mode errance. J'avais l'impression d'être folle, j'avais tous les symptômes, toutes les conséquences, etc. Sauf que tous les pros que j'ai consultés n'ont jamais mis ce mot, en fait. Il a fallu que je le trouve toute seule de mon côté, et il a réellement été placé en fait par la psy que je vois depuis le mois d'octobre 2024. Mais en tout cas, non, je t'assure, t'es pas la seule à être dans une phase où t'y penses tous les jours. Rassure-toi, on est vraiment toute une commu, je pense. Je me suis pas vraiment confiée encore c'est quoi les limites à mettre dans notre récit, parce que je vois pas du tout comment jauger, par exemple avec la fratrie, les amis. Alors ça c'est pareil, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Je pense que avant toute chose, c'est de poser la question en fait, d'à quel point tu peux rentrer dans les détails aux personnes qui sont concernées, aux personnes à qui tu as envie de te confier. Et c'est pareil, c'est par rapport à toi aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu préfères garder pour toi parce que t'es pas encore prête à en parler? Est-ce que t'as encore
Enfin, t'as déjà conscientisé des choses et du coup, t'es capable de prendre du recul dessus, ou est-ce que tu vas vraiment être dans l'émotion et du coup, les gens en face de toi vont être en mode oh là là, comment on gère? Voilà, c'est plus ce genre de questions à se poser avant de se confier. Euh, Après, ça dépend aussi, tu parles de fratrie, moi j'y pense parce que bah, moi, ma petite sœur, en fait, elle est tombée en plein là-dedans quand quand elle avait, pardon, moi j'allais avoir 20 ans et elle était vraiment petite, quoi. Elle avait 6, 5, 6, 7 ans, quoi. Donc elle a été confrontée à tout ça hyper jeune. Euh, Aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, alors j'en ai pas parlé directement évidemment, hein, mais elle a entendu des conversations, elle a entendu des trucs et j'ai tellement envie de revenir sur ces moments-là pour la protéger, pour la préserver, ce qu'on n'a pas pu faire à l'époque, enfin bref. Donc je dirais aussi que ça dépend de l'âge des personnes, euh, de, de leurs expériences, de leur vécu aussi. Et puis pour tout ce qui va être les amis, alors moi, si je me base, enfin c'est pareil, hein, je me base vraiment sur mon expérience pour vous donner des idées. J'ai pas la science infuse et je préfère vraiment partir de mon expérience que de partir d'un postulat enfin voilà, un postulat de base qui n'existe pas forcément. En termes d'amis, ah bah ça a fait le grand nettoyage, hein. C'est-à-dire que il me reste une amie qui est restée pendant tout le long des violences sexuelles, etc. et qui ne m'a jamais lâchée, qui a toujours été dans la compréhension des choses, etc. Donc avec elle, je n'ai aucun tabou, je pense qu'elle sait tout. D'ailleurs, des fois, on parle de trucs, elle sait mieux que moi certaines choses, parce que bah, moi, il y a des trucs que j'ai zappés, hein. Tu peux en parler avec les vrais amis en qui t'as confiance, et peut-être que le reste, bah soit ça te permet de faire le tri, soit bah voilà, tu les gardes, mais tu leur en parles pas forcément dans les détails, quoi. Voilà. Ensuite, pour le good vibes, ouais, on en a besoin, je crois, des bonnes réactions de proches que tu connais, de toi ou d'autres. Je sais qu'il y a beaucoup quand même de témoignages dans lesquels vous avez pu entendre justement où des victimes qui racontaient qu'elles avaient été vraiment soutenues par leurs proches, par leur famille, par leurs amis, etc. Et ça, ben, malheureusement, ça reste assez rare pour être souligné. Des familles qui vont tout de suite croire, qui vont tout de suite soutenir, qui vont tout de suite entreprendre des démarches. Il y en a pas mal dans les épisodes d'après le vide. Des bonnes réactions de proches que je connais, ben, ma meilleure amie, typiquement. Mon mec. Alors ça devrait être une réaction genre normale, banale, mais c'est vrai que c'est la première chose, je crois, que je lui ai dit quand on s'est vu en mode date. Je lui ai dit, écoute, on va mettre les choses au clair tout de suite. Mon grand, j'ai été violée pendant plus d'un an et demi par mon mec de l'époque, donc voilà, fais attention où tu fous les pieds. Et en vrai, ça n'a jamais été un frein pour lui, ça n'a jamais été un problème. Au contraire, vraiment, il est très présent, c'est très cool, il me soutient tous les jours et c'est pareil, hein, on ne devrait pas le mettre en avant, mais c'est tellement encore peu le cas que, ben, voilà, je le dis, mais vraiment la barre elle est au sol, hein, elle est claquée au sol. Parce que c'est vrai que sinon, ben, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a certaines personnes avec qui je relationnais sans que forcément on soit en couple ou quoi, mais qui étaient en mode ouais, mais t'es sûre de ce que tu dis, enfin, tu t'es vraiment fait violer. Non, 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 Jean-Paul, j'invente tout ça parce que j'ai besoin d'attention. Voilà globalement les réactions autour de moi, de mes proches, c'est surtout ma meilleure amie et mon mec actuel. Euh, Parce que sinon, il n'y a pas eu beaucoup de bonnes réactions, hein. C'est peut-être bien pour ça que ma dépression a duré si longtemps. Voilà, je pose ça là. Comment peut-on rejoindre le collectif? Eh bien, c'est très simple. Mes petites puces, vous allez dans la barre d'infos Instagram, voilà, hein, de mon compte. Vous cliquez sur le petit Linktree. Vous cliquez ensuite sur rejoindre le collectif. Vous avez la charte à lire avant de vous inscrire réellement, d'adhérer complètement. L'adhésion est gratuite, d'ailleurs, hein, je précise. Je parle d'adhésion juste pour justement surveiller qui entre dans ce collectif pour garantir la sécurité de chacun et chacune. Et une fois que vous avez rempli le petit formulaire de demande d'adhésion, je regarde, je vous valide et voilà. Prochaine question, ça te prend combien de temps de faire un épisode? Alors, tout dépend.
quand on est sur des épisodes, alors maintenant ça sera terminé les épisodes de 2 heures parce que je n'ai plus le temps, mais concrètement un épisode quand il dure 2 heures, derrière ça peut me demander jusqu'à 10 heures de taf en plus dessus pour la réécoute, pour la modification voilà, de l'audio, pour l'améliorer, etc. Des fois c'est pas forcément possible, donc je fais du mieux que je peux, mais je suis pas professionnelle, n'est-ce pas? Mais donc il y a ça, il y a aussi l'enregistrement de l'intro, de l'outro, le montage en soi, c'est pas compliqué parce que moi je monte pas vraiment en fait, hein. J'enlève ce qu'on me demande d'enlever. Ou alors j'ai enlevé les blancs, les trucs comme ça pour que l'épisode soit un peu moins long, mais sinon il n'y a pas vraiment de montage. Et puis après du coup je peux avoir encore un peu de taf derrière dans le sens où quand les personnes réécoutent l'épisode, parce qu'en fait les personnes réécoutent toujours l'épisode avant qu'il sorte, ça me paraît évident mais je préfère le préciser, des fois il peut y avoir d'autres modifications, il peut y avoir des ajouts à faire aussi. Donc voilà, en gros un épisode de 2 heures ça peut vraiment me demander du coup 12 heures de taf dessus. Et les autres, ça dépend vraiment d'un épisode à l'autre. Mais en moyenne, ouais, je pense on est sur 5-10 heures pour les plus gros. Voilà. Est-ce que tu restes en lien avec les personnes après leur témoignage ? Oui, oui. Il y en a beaucoup avec qui je parle quasiment tous les jours. Alors on n'a pas forcément des conversations hyper profondes, mais en tout cas on est souvent en lien. Pas avec toutes parce que c'est pas possible d'avoir un lien avec tout le monde comme ça, mais ça dépend quand nos personnalités matchent vraiment et qu'il y a vraiment une très bonne entente durant les épisodes. Oui, c'est souvent qu'on reste en contact. Est-ce que tu penses qu'on peut aller mieux après des violences sexuelles ou c'est un mythe ? Alors, moi je pense qu'on peut aller mieux. Je pense qu'on peut se réparer. Je suis très mal à l'aise avec la phrase par exemple qui dit le viol c'est laisser un cadavre encore en vie. Non, en fait, je suis pas un cadavre. Vraiment pas. Donc je pense qu'on peut aller mieux, mais je pense qu'il y a des conditions pour aller mieux et que certaines personnes sont beaucoup plus privilégiées que d'autres. Si je prends mon exemple, je suis blanche, cisgenre, hétéro. Vraiment, j'ai tous les privilèges. J'ai toujours pu avoir accès aux soins, même si les soins étaient pas ouf, mais j'ai toujours eu cet accès aux soins. J'ai eu la chance de pouvoir prendre une année complète pour me réparer. Vraiment, où j'ai pu, sans travailler, sans rien, j'étais logée chez mes parents, voilà. Par contre, après, c'est clair que si tu fais partie des minorités discriminées, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir un parcours de réparation optimal, si je puis dire. Et au-delà de tout ça, je pense aussi que quand quand le traumatisme est pris en charge le plus tôt possible, c'est quand même mieux. Mais il y a toujours ce problème des professionnels de santé, etc. Et même d'autres qui chient dans la colle, littéralement, et qui du coup soit ne te croient pas, soit font de la merde, et donc c'est très compliqué. Il y a aussi toute la problématique de l'argent, parce que se réparer, ça coûte hyper cher, hein, vraiment, on va pas se mentir, c'est vraiment très 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 cher. Il y a un manque cruel d'informations sur tout ça. On ne sait pas forcément vers qui se tourner. Alors là, on sait un petit peu plus quand même, maintenant qu'on en parle, maintenant qu'il y a eu MeToo, etc. Mais ça reste quand même très chaud. Et je pense qu'il y a aussi une base où si tu vis des événements traumatisants à répétition, comme ça a pu être mon cas par exemple, c'est que c'est un peu plus compliqué quand même. Parce que je suis consciente d'avoir été privilégiée, etc. Par contre, je dis pas pour autant que ma reconstruction, ma réparation, pas ma reconstruction, a été facile, parce qu'en fait, j'ai enchaîné les traumatismes, pas forcément que des violences sexuelles, mais j'ai quand même bien enchaîné, et justement, là, je suis en train de payer un peu les pots cassés de tout ça, qui sont en train de sortir. À bonheur. Et du coup, oui, j'ai perdu le fil de ma pensée, mais je disais aussi que ça dépend aussi de comment on a été sécurisé pendant l'enfance, parce que je pense que quelqu'un qui sait qu'il sera soutenu, qui est entendu par sa famille, par ses proches, qui a vraiment eu un sentiment de sécurité, de protection durant l'enfance, pourra se remettre vraiment, entre guillemets, plus facilement qu'une personne qui a grandi dans une famille complètement dysfonctionnelle, qui se sent pas du tout sécurisée, qui a grandi dans des violences, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et voilà.
Mais oui, oui, je suis persuadée qu'on peut se réparer, peut-être pas complètement, parce que ça restera toujours dans un coin de sa tête, euh, qu'on y pensera forcément toujours. Enfin, je pense que de toute façon, ça fait partie de nous à un moment, hein. Donc voilà, moi j'ai décidé d'arrêter de lutter contre et de me dire ok, je vis avec. Et depuis, ça va quand même un petit peu mieux. Mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai eu l'opportunité aussi de pouvoir me réparer. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions, puis l'épisode va déjà faire 27 minutes là. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez envie de me poser d'autres questions, n'hésitez pas, je referai une FAQ, peut-être dans l'été, pourquoi pas, ou à la rentrée, que sais-je. Encore un grand merci à vous d'avoir pris le temps de poser toutes ces petites questions, c'est très intéressant. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut! Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.